Merci à Valérie, merci à cette belle maison de la littérature. Merci à vous toutes et à vous tous. Et merci à cette belle équipe de la maison de la littérature qui nous accueille ici. J'ai l'impression d'avoir dit maison de la poésie. Donc, à la maison de la littérature qui nous accueille ici. Merci à des amis. Avant d'entrer ici, j'ai appelé un ami qui est cher à mon cœur, c'est Ndiaye et Claire, et je leur demande les clés de la ville. Je leur demande la permission d'entrer. Ndiaye m'a dit, je vous donne plutôt les clés de la ville. Donc sachez que j'ai les clés de la ville. Et je suis content à chaque fois que je viens ici. Je disais justement à Valérie, et pour snobber un petit peu mon ami Gary Victor, je disais à Valérie que j'entre dans cette maison de la littérature et c'est véritablement une maison. Une maison, c'est le lieu où on se sent chez soi. Et à chaque fois que je rentre ici, il y a tellement de livres, c'est un espace tellement bienveillant, tellement accueillant, que je me sens chez moi. Et j'espère que vous aussi, vous vous sentez chez vous. Et merci. Et les clés que m'a donné mon ami sénégalais Ndiaye pour me dire la teranga, comme on dit, et chez nous au Sénégal, parce que quand je suis au Sénégal, on m'appelle Ouagane. Donc merci Ndiaye et merci Claire. Et ces clés-là, je les livre à mon ami Gary Victor, qui vient de Port-au-Prince et qui a écrit une cinquantaine de livres. En fait, j'ai rencontré Gary Victor j'étais très jeune. C'est après 86, j'ai travaillé dans un journal, Le Nouvelliste, et c'est là que j'ai rencontré Gary Victor. C'était déjà un jeune maître de la nouvelle. Donc, ça fait vraiment longtemps, plus de 30 ans, que je me mets à lire, à éditer et à coécrire, à penser Haïti, à penser le monde avec Gary Victor. Je voudrais dire vraiment merci à Gary Victor d'être ici, parce que Gary Victor fait partie des écrivains qui sont utiles à notre existence. C'est-à-dire quand on dit Haïti aujourd'hui, souvent on dit Haïti, on dit les gangs, on dit la corruption, on dit etc. Et tout ce qu'il y a de mauvais. Et souvent je me pose la question, que serait Haïti s'il n'y avait pas des gens comme Gary Victor? Merci de tout cœur, Gary, d'être celui que tu es, d'être cet homme généreux, d'être cet écrivain. Et Valérie disait que Gary Victor est l'écrivain le plus lu d'Haïti. Effectivement, Gary Victor, c'est l'écrivain le plus lu d'Haïti parce que tous les jours, le vrai métier de Gary, c'est rencontrer des jeunes, c'est animer des ateliers d'écriture, c'est faire en sorte que les jeunes puissent regarder le monde, même s'il y a de la misère, même si ces jeunes ont faim. Et c'est un peu paradoxal, puisque Haïti, c'est un pays de paradoxes. Et les meilleures conversations que vous pourriez avoir sur la philosophie, si vous voulez vraiment les avoir, il suffit d'aller dans un village haïtien, vous allez rencontrer un jeune qui va vous demander la date de naissance de Spinoza. Donc, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, c'est Haïti. Donc, si vous voulez avoir de véritables conversations sur la littérature, si vous voulez savoir à quelle page Milan Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être avait dit telle chose, il faut aller en Haïti. Il y a une jeune femme qui semble avoir faim, qui vous dit, c'est à la page 389, la dernière ligne. C'est comme ça qu'il parle, c'est comme ça qu'elle parle en Haïti. Et Gary Victor fait partie de ces militants de la culture qui savent, comme l'avait dit Daniela Ferrière, quand tout tombe, il reste la culture. Donc, avec nous, on a ce qu'on appelle en créole un potomitan de la culture haïtienne. Donc, je pense que la littérature haïtienne repose vraiment sur le dos, sur les épaules de Gary Victor. Encore merci, Gary.
Gary a publié à Mémoire d'un crier une dizaine de titres. Donc ici, on parle de Le violon d'Adrien, qui est un livre très beau. Vous voyez ce jeune homme très très beau, mais la littérature, c'est un grand mensonge. Les gens pensent que c'est Gary quand il fut beau. Et détrompez-vous, c'est pas du tout Gary. C'est une photo que l'éditrice Yaraël Gadban, qui a ici, a achetée avec la directrice artistique. On s'est battu beaucoup pour avoir une très belle couverture. Donc ce livre, c'est un enfant en Haïti qui ne rêve ni de pain, ni de boissons gazeuses, ni de bonbons. Cet enfant, son rêve, c'était un violon. Et c'est un livre que j'ai édité, qui est un livre magnifique. On va parler de ce livre, on va parler librement avec Gary, et après, j'aimerais bien que le public prenne la parole, que le public prenne véritablement sa place dans cette belle et grande conversation. On commence par dire, comme on dit en Haïti, je vais dire honneur, et vous répondrez respect. C'est comme ça qu'on dit bonjour en Haïti. Honneur, et vous répondez respect. Pas mal, hein? Donc, Gary, quand on est en train de lire ton livre, les gens se posent la question, je viens de démentir la photo qui n'est pas toi. Et cet Adrien-là, pourquoi cet Adrien? Je pense qu'il y a un retour. On a l'impression qu'il y a un pacte biographique quand on lit ce livre. Les gens disent, mais c'est Gary, parce qu'il y a l'image de sa mère, il y a l'image de son père dans le livre. C'est un récit, en fait, c'est un récit familial, où on voit tous les membres de la famille, où on voit le pays en arrière. Et le roman, la narration se fait dans la perspective de cet enfant Adrien. Donc on suit Haïti, on suit la dictature, on suit tout à travers les yeux d'Adrien. Et la première question que j'aurais pour Gary, c'est quand les gens lisent, c'est quoi la part qui est à Gary, c'est quoi la part qui est au pays et c'est quoi la part qui est à Adrien? Et bonsoir tout le monde. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir pour qu'on puisse parler du violon d'Adrien, pour qu'on puisse parler un petit peu de la création littéraire en Haïti. Effectivement, quand on lit le violon d'Adrien, la question qu'on se pose immédiatement, c'est Adrien, l'auteur, le pays, où commence sa réalité, où commence sa fiction. Déjà, il faut dire qu'en Haïti, cette question se pose constamment parce que chez nous, il y a une telle confusion entre l'imaginaire et le réel. Nous le vivons chaque jour, c'est notre culture. Chez nous, le visible et l'invisible. Et le visible et l'invisible, l'imaginaire, la réalité, on vit ces deux dimensions, ça s'interpénètre, il n'y a pas de frontière entre les deux. Donc, c'est ce qui fait que les auteurs d'Haïti, justement, ils sont dans cette perspective. Quand on parle souvent de réalisme merveilleux, nous sommes un petit peu assez circonspects devant ce concept théorique parce que chez nous, la réalité, elle est comme ça. La réalité, c'est un mélange. Chez nous, il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est un mélange. Voyez? Donc, effectivement, quand vous, auteurs, vous écrivez cette réalité, qu'on le veuille ou non, vous écrivez ce mélange. Voyez? Et l'auteur, il photographie cette réalité. En fait, dans le violon d'Adrien, effectivement, il y a une grande partie, comme vient de dire mon éditeur, il y a une grande partie de moi, parce que Adrien, jusqu'à un certain moment, c'est moi. Et parce qu'en fait, comment m'est venue l'idée d'écrire le violon d'Adrien, c'est un paradoxe.
C'est une histoire qui se passe dans les années 70, fin 70, non, début 70, non, et c'est ça, début 70, à la mort du dictateur. En fait, j'ai écrit ce roman il y a peut-être 2 ans, c'est ça, Odé? Et je vivais dans un quotidien tellement désastreux, avec un quotidien qui se désagrégeait devant moi. Et jusqu'à présent, c'est ainsi que je le vis, ce quotidien totalement... Ce chaos généralisé. Et à un certain moment, on a envie de s'enfuir, de s'évader, pas de quitter le pays, mais de s'évader. Et souvent, je pense que beaucoup de vous avez fait cette expérience, c'est qu'à un certain moment, on se réfugie dans ses souvenirs d'enfance. Et j'ai voulu écrire quelque chose justement en me réfugiant dans mes souvenirs d'enfance. D'écrire quelque chose qui serait comme un souffle, comme quelque chose de, voyez, s'évader un petit peu, rêver, et tout et tout. Et c'est ainsi que je me suis souvenu d'une expérience que j'avais vécue. Ce souvenir est revenu à la surface. Ça a été une grande souffrance quand j'avais 13-14 ans. C'est qu'effectivement, comme Adrien, ma mère m'avait amené prendre des cours de violon. À un certain moment, je n'ai pas pu continuer ces cours de violon parce que ce professeur nous avait demandé d'acheter un violon pour la poursuite de ses cours. Sauf qu'en Haïti, à l'époque, on ne pouvait pas acheter un violon. Il n'y avait pas d'endroit où on vendait les violons. Et à l'époque, c'était quand même cher, même si on devait l'acheter à l'étranger. Mon père a dit, écoute, lui, il ne s'intéressait pas du tout à la musique. Il trouvait que c'était une perte de temps. Je devais de préférence me consacrer à mes études. Et ma mère, elle, a fait tout son possible pour m'acheter le violon, sauf que finalement, je n'ai jamais eu ce violon et j'ai dû abandonner ces cours. Et ça a été une souffrance énorme pour moi, ce que j'ai refoulé en moi. Et en revisitant, en essayant de fuir le présent et d'aller vers le passé, j'ai sombré dans une deuxième douleur parce que ce passé que, à un certain moment, je pensais qu'il était... vous voyez, à un certain moment, on rêve. Tout le monde pense que le passé était meilleur. Tout le monde est toujours... c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Sauf que maintenant, en rentrant, en revisitant mes souvenirs, je tombe dans un autre chaos. Non seulement cette douleur d'enfance, il y en avait d'autres. Et puis en plus, l'atmosphère de cette enfance, ce n'était pas du tout une enfance joyeuse. C'était l'enfance pendant la dictature. Un moment où on ne pouvait pas parler. Comme disait le poète, on parlait par signes. Ma mère, par exemple, qui rêvait de la chute de Duvalier, elle écoutait, par exemple, Radio Moscou, Radio La Havane, la radio des opposés. Elle devait se cacher, tout le monde se cachait pour écouter ces radios, tu vois. Il fallait faire attention parce que n'importe qui pouvait vous dénoncer à la police politique. Et ce qui arrivait, c'est que les parents, je me rappelle très bien, mon père et ma mère, ils faisaient attention pour que l'extérieur ne vous atteigne pas. On ne parlait pas trop de politique devant vous, mais sauf que tout arrivait par bribes, par bribes, par bribes. Je me rappelle quand j'étais allé aux examens de fin d'études primaires, je me rappelle ça très bien, j'étais dans ma classe en train de composer, et puis brusquement on entend des tirs, un avion passe au-dessus du palais, lâche des bombes. Et brusquement on se trouve dans un chaos pas possible. Vous voyez justement, une expérience pareille que j'ai vécue, ça m'avait choqué, traumatisé. C'est maintenant je m'en souviens. Il n'est pas dans ce livre. Je m'en souviens maintenant en parlant avec Rodney. Peut-être que ça fera le sujet d'un prochain roman. Vous voyez, donc ça m'a traumatisé cet épisode. Donc, qu'on le veuille ou non, on tombe dans un autre chaos. Et j'ai écrit ce livre avec une autre douleur en explorant vous voyez, ce moment qui était assez douloureux. L'enfance, ce n'était pas une enfance joyeuse du tout. Et puis voilà, c'est important, c'est vraiment quelque chose de fondamental, cette enfance et cette proximité avec les jeunes. Je pense qu'il y a un travail
de citoyenneté massive que tu fais en Haïti, en allant dans les provinces, en aidant les jeunes à regarder demain. Donc j'aimerais bien peut-être que tu nous en parles de ce travail d'animateur. Ouais. Eh bien bon, et j'ai été très longtemps boudé par une certaine intelligentsia en Haïti qui considérait que ce que je faisais comme littérature, ce n'était pas de la littérature. On disait la même chose pour Daniela Ferrier en Haïti parce que dans les années 70-80, il fallait écrire d'une certaine manière, penser d'une certaine manière. Et on était contre une littérature plus... Il fallait être une littérature souvent purement politique, un petit peu proche de Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis. Il y avait une certaine idée de la littérature. Moi, je faisais autre chose. Premièrement, j'écrivais des nouvelles fantastiques, des nouvelles de science-fiction, des nouvelles d'anticipation, et je n'étais pas bien vu. Sauf que très tôt, j'ai eu un public qui m'a suivi, des jeunes en particulier. Et ça a continué, et j'avais même publié dans les années 90, début 2000, j'ai publié par exemple une cinquantaine de contes pour enfants, et qui ont eu un grand succès. À un certain moment, je me suis dit, ce sont les jeunes qui m'ont appuyé, ce sont les jeunes qui ont fait de moi un écrivain connu. Vous voyez, parce que tout mon lectorat était constitué de jeunes. Eh bien, tout naturellement, j'ai pensé que je leur devais quelque chose. Et puis, pour moi, la transmission, c'est quelque chose d'extrêmement important, si bien que depuis plus de 10 ans, j'anime régulièrement des ateliers de création littéraire, non seulement à Port-au-Prince, mais dans les villes de province. Et j'ai eu, par exemple, un recueil qui est sorti chez Bain-Bordan-Crier qui s'intitule « Je ne savais pas que la vie était aussi longue après la mort », il y a six jeunes écrivains qui ont participé, dont l'un d'eux est devenu un grand écrivain de notre littérature qui a été publié en France, etc. Donc, j'ai initié, par exemple, un grand concours de nouvelles scolaires. India, déjà, comment fonctionne ce concours? C'est que chaque année, on demande à un écrivain majeur d'écrire l'incipit. On envoie cet incipit dans toutes les écoles et les élèves participent en masse. On a eu pratiquement 3, 4, 5 000 jeunes à participer à ce concours et nous primons les 12 gagnants. Daniela Ferrier a soumis le premier incipit. D'ailleurs, c'est lui qui est le président d'honneur de ce concours. Et Lionel Trouillot, Yannick Laens et moi, nous avons tous présenté l'incipit. Et le dernier incipit qui a été présenté, l'auteur est India Desjardins. Au contraire, on pensait bien publier les textes des 12 gagnants avec l'incipit d'India, mais sauf que la situation actuelle en Haïti, on n'avait pas les fonds, c'est devenu tellement cher, c'était un petit peu pendant le Covid, donc jusqu'à présent, on n'a pas pu publier les nouvelles avec l'incipit d'India Desjardins. Mais ce qui nous a toujours surpris, c'est justement le nombre de jeunes qui participent à ce concours. Et je me rappelle, quand mon incipit traitait d'un sujet assez particulier. C'était en 2007 ou bien 2017, en 2017 exactement. Alors, ce que j'avais proposé aux jeunes, c'était d'écrire une nouvelle. Je leur demandais, c'était l'histoire d'un homme qui fabriquait une machine à voyager dans le temps et il atterrissait 25 ans plus tard en Haïti en 2042. Et je demandais, et justement, les jeunes devaient décrire Haïti dans 25 ans. Et on a eu des nouvelles d'un coup totalement extraordinaire, des textes tellement d'une bonne qualité. On a publié ce recueil, Haïti 2042, qui a été l'un des livres les plus vendus en Haïti. Les 8 gagnants, il y avait 6 jeunes filles et 2 jeunes garçons, on les a même emmenés en Guadeloupe et en Martinique. Et je me rappelle quand nous sommes allés en Guadeloupe avec ces jeunes, les professeurs n'arrivaient pas à croire que c'était ces jeunes qui avaient écrit ces textes. Alors, il les posait un tas de questions, n'arrivant pas à croire que des jeunes de 16, 17 ans, 18 ans aient pu écrire des textes pareils en Haïti. Et bien, je vous assure, ils ont été totalement ébahis devant le niveau
le niveau de ces jeunes, leur écriture, leur connaissance, tout et tout. Et moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est de voir tous ces jeunes qui travaillent, qui ont un talent extraordinaire, qui aiment l'écriture, parce qu'en Haïti, vraiment, tout le monde veut devenir écrivain, tout le monde veut devenir un poète. Mais en même temps, ce qui m'attriste, par exemple, on a organisé 3 grands concours littéraires. À chaque fois, dans la catégorie fiction, ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles qui ont remporté le concours. Alors que c'est ouvert, c'est un concours qui est ouvert à tout le monde. Hein. Il y a des gens de 70 ans qui ont participé à ce concours. Le premier concours a été gagné par une jeune fille de 17 ans. L'autre par une jeune fille de 19 ans. Mais ce qui nous attriste, c'est que ces 2 lauréates ont quitté le pays. Il y a l'une que mon éditeur a rencontrée l'autre jour au Salon du Livre de Montréal, une jeune fille brillante. Moi, un petit génie. Donc, pour moi, c'est quelque chose de fondamental de travailler avec les jeunes. Je pense que c'est ce que je peux apporter à mon pays. C'est ma contribution, d'accord? Et Rodney disait que j'étais un écrivain très utile. Et c'est la question que je me pose tout le temps. Et en Haïti, est-ce que je suis utile à quelque chose? Les seuls moments où je me sens vraiment utile, c'est quand je suis avec ces jeunes. Vous voyez? Et quand mon éditeur me dit « ton texte est bon ». Mais c'est vrai que ce texte de Gary Victor, le violon d'Adrien, m'a beaucoup impressionné. C'est comme si je suis dans le paradoxe haïtien, c'est-à-dire où il y a tous les manques et en même temps il y a toutes les abondances. Et c'est impressionnant le regard de cet enfant, Adrien, cette saisie du monde que tu trouves chez un enfant haïtien. Et Gary a parlé d'imbrication du réel et de l'imaginaire. Et on ne voit même pas l'imbrication parce qu'en même temps, ce que nous pouvons, de notre point de vue, appeler imaginaire, c'est ce qu'ils vivent en Haïti. Ça fait partie de leur vécu. Il y a un livre de Gary Victor que j'aime beaucoup qui s'appelle « À l'angle des rues parallèles ». Je pense qu'on est complètement avec Gary Victor dans ce paradoxe parce que ce même enfant qui est très doux, et puis il y a une douceur face à la dictature, un enfant qui grandit sous la dictature, sous la violence, et je pense qu'il y a quelque chose de fabuleux. C'est comment les parents font pour protéger cette enfance-là. Et Gary, j'aimerais bien que tu nous parles parce qu'il y a quelque chose de... C'est comme si tout est murmure, alors que dehors, tout est violence. Il y a l'espace intime à l'intérieur de la maison, parce que le roman se déroule beaucoup avec une belle conversation entre les parents et puis l'enfant qui écoute, mais il y a une douceur même quand il parle de politique, alors qu'il y a une grande violence, c'est-à-dire que comment en fait, je pense que c'est ce que toi tu as vécu, comment cacher à un enfant les horreurs de la dictature. Ce qui a été difficile moi, dans l'écriture du violon d'Adrien, c'est justement ça. Parce que dans plusieurs romans qui ont été écrits, et l'action se passe pendant la dictature, il y a un jugement. Le protagoniste porte un jugement sur la violence. Et le protagoniste souvent vit cette violence. Tandis que dans le violon d'Adrien, Adrien raconte son histoire, mais il ne porte aucun jugement. C'est un enfant. Il est à la fois dedans et en dehors. Tout arrive par bribes. Par exemple, quand il est là, il observe, et puis son père arrive, son père dit à sa mère, le dictateur est mort. Et sa mère s'empresse de mettre sa main sur la bouche de son père. Tu dis, mais tu es fou, tu oses dire que le dictateur est mort si on t'entend. Parce qu'on croyait à l'époque que le dictateur avait des pouvoirs, tu sais, il était omniscient. Donc elle a dit, mais tu es fou, tais-toi, ne dis pas une chose pareille. Et l'enfant, lui, il écoute, il saisit un petit peu. Et ce qui est intéressant, il dit brusquement, il entend que la radio joue de la musique funèbre.
de la musique de circonstance. Ce n'est pas coutumier. Et puis, le jeune enfant, il sort dans les rues, il va au resto, là où il travaille, il fait ce qu'on pourrait appeler un part-time pour se gagner quelques sous. Et quand il arrive, il frappe à la porte, et puis quelqu'un ouvre et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas que le dictateur est mort ?» Et lui, il revient. Donc ça veut dire, en fait, il vit tout arrive, mais il ne porte aucun jugement. Il ne porte aucun jugement, mais sauf que, à un certain moment, je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais finalement, tout va lui péter, je pourrais dire, va lui exploser au visage, toute cette violence, tu vois. Et sa naïveté va, je pourrais dire, va nourrir une violence maximale. Et bon, comme m'a dit René, comment j'ai pu justement écrire ce texte, c'est parce que j'ai vécu ça, cette protection que les parents, ces murs que le père et la mère ont érigés autour de moi, autour de mes frères, de ma sœur, pour que l'extérieur ne nous affecte pas trop, tu vois. Mais c'est impossible, quels que soient les murs qu'on montait autour de nous, il y avait constamment des brèches et on écoutait certaines choses. Et à certains moments, le mur s'effondrait. Par exemple, j'ai beaucoup raconté cet épisode d'un après-midi. Il y avait une communion, ça veut dire une première communion. C'est l'occasion d'une grande fête en Haïti. Et mon père était allé à cette grande fête, c'était chez un voisin. Il y avait plein de gens qui étaient là, des voitures, tout et tout. Et à un certain moment, il y a un autre voisin qui arrive en courant, qui vient dire à ma mère, va avertir ton père, il y a quelqu'un qui a appelé la police politique pour dire que ce n'est pas une première communion, c'est une réunion de communistes qui se tient. Alors là, ma mère, là, comme une folle, elle se précipite chez le voisin, là où il y a la première communion, elle donne la nouvelle à mon père qui passe la nouvelle aux autres et c'est la débandade générale, tout le monde s'enfuit. Et moi, à ce moment, le mur est tombé, j'observe tout ça, tu vois. Effectivement, 10 minutes après, tu as un camion qui débarque avec des tomacoutes. Eh bien, je ne sais pas s'ils ont trouvé 2 ou 3 qui traînassaient, ils sont partis avec quelques-uns, mais ça a été un épisode que j'ai vécu, donc c'était vraiment impossible de... Bon, j'ai raconté par exemple l'histoire de mes examens de fin d'études primaires, ce que j'ai vécu à ce moment, qui était un épisode traumatisant. Mais je crois qu'il y a d'autres enfants qui ont vécu pire. Les enfants dont les parents ont été arrêtés devant eux, des parents dont les enfants ont été exécutés devant eux. Il y a des enfants qui ont vu pire. Vous voyez, en dépit de tous les efforts que les parents faisaient, il y a des enfants qui ont vécu peut-être pire que ce qu'Adrien a vécu quelque part. Bon, de toute manière, je ne veux pas raconter tout ce qu'il y a dans le violon d'Adrien, mais lui aussi, il a vécu quelque chose qui a certainement bousillé sa cervelle. On va revenir à Adrien, mais j'aimerais te poser la question, Gary, dans ce chaos continu et qui nourrit naturellement la littérature, parce qu'on voit comment tu es excité, parce que tu fais partie de ce chaos-là, tu es là-dedans, et qu'est-ce que ça veut dire écrire? Parce que tu vois comment les gens ici sont très calmes, comment ils nous écoutent. En Haïti, ça ne se passe pas comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire écrire dans cette tempête permanente? Bon, question très difficile, un peu, qu'est-ce que ça veut dire écrire? Premièrement, pour moi, écrire, c'est s'extraire pendant un temps déterminé de ce chaos. Tu t'extrais parce que pour écrire, il faut que tu portes loin, il faut que tu crées ton univers. Donc, tu crées un univers, et le fait que tu crées un univers, tu crées des personnages, je pourrais dire, d'une certaine manière, ça t'extrait de ton quotidien, ça devient une thérapie parce que en créant tes personnages, en créant ton univers,
Et que tu le veuilles ou non, tu photographies cette réalité d'une autre manière et tu laisses passer, tu exprimes tes sentiments, tu exprimes tes frustrations, tu exprimes ta colère. En même temps, tu rêves aussi, tu rêves de beauté, tu rêves d'amour, tu rêves d'amitié, tu rêves d'autre chose, quoi, tu sais. Et tu rêves de violon, comme, comme Adrien, tu vois. Et donc, en même temps, pour moi, l'écriture est aussi un témoignage. Pour moi, en premier lieu, l'écriture est un témoignage. Et je pense que dès mes débuts, je me rappelle que j'avais écrit une nouvelle qui s'intitule quand la planète t'appartiendra, où je racontais l'histoire du passage du dictateur sur une route totalement embouteillée. Il se ferait un passage comme si brusquement l'embouteillage les voitures s'étaient évaporées. Je pense qu'avant tout, pour moi, l'écriture est un témoignage. Tu témoignes d'un moment, d'un lieu, de ce que tu as vécu. Parce que je pense que mieux que les historiens qui font toujours une œuvre proche, je pourrais dire de l'officialité, ils écrivent toujours une histoire qui est proche du pouvoir. Les écrivains, eux, ils disent vrai. Ils racontent ce que vivent les gens. Les historiens, eux, ils racontent l'histoire des grands. Mais comment vivaient le petit boulanger, la mère de famille, l'étudiant, comment ils vivaient. Donc je pense que l'écrivain, il témoigne. Il témoigne de la vie de nous tous. Il ne se préoccupe pas trop de la vie des grands, tu vois. Donc c'est ça pour moi, l'écrivain a une fonction fondamentale. Moi je pense que la vraie vérité, elle est contenue dans les écrits des écrivains. Moi, par exemple, je dis souvent, si vous voulez connaître la vraie histoire d'Haïti, lisez par exemple Marie Chauvet-Vieux dans La danse sur le volcan. Amour, colère et folie. Ou bien Amour, colère et folie. Ça veut dire que les historiens sont dans d'autres choses, mais la vie au quotidien, tu vois, et c'est ce qui est le plus important, parce que comme je disais dans une interview tout à l'heure, c'est que le drame, c'est qu'on ne se préoccupe pas de la vie de l'homme, des gens comme nous, des hommes ordinaires. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont tellement confortables, ils oublient qu'il y a un autre pays avec des gens ordinaires qui vivent chaque jour, qui ont leurs espoirs, qui ont leurs souffrances, qui rêvent d'envoyer leurs enfants à l'école, qui rêvent de bien se nourrir, qui rêvent c'est pas, on rêve de vivre. C'est pas, donc pour moi, c'est ça le travail de l'écrivain, c'est de témoigner. Moi, c'est avant tout, je pense, en tout cas de mon côté, c'est ça. C'est comme ça que je vois l'écriture comme avant tout un témoignage. J'aime beaucoup quand tu parles de ce rêve de vivre, mais j'ai l'impression que quand tu dis vivre, on est face à l'extrême. Et par exemple, le jeune Adrien va se retrouver, et quand je dis face à l'extrême, et tout est extrême, l'extrême pauvreté, l'extrême abondance, l'extrême sexe, l'extrême libération, l'extrême révolution. C'est comme si tu parles des gens ordinaires, mais on a l'impression qu'il n'y a aucun sens de la mesure. Et même dans l'espace, le jeune Adrien, qui était très confortable chez ses parents, dans un univers très, très doux, très moelleux, et le jeune Adrien va se retrouver, et c'est un moment, je dirais même dystopique dans le roman. On pensait que c'était un récit familial, très très doux, et puis il se trouve dans la rue des tentations. Et tout a balancé, et on a l'impression, tu as parlé de réel merveilleux, on a l'impression de se retrouver dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre fantasmatique. Et pourtant, avec des éléments du réel qui sont très, très concrets, ces éléments-là. Donc, comment tu expliques je dirais, ce double standard et sans frontières?
on ne demande pas la permission de passer d'un espace à l'autre. Tout de suite, le jeune Adrien s'est retrouvé dans une espèce de luxure totale, dans une espèce d'autre vie que la sienne. Ouais. Mais il faut dire aussi que, en fait, tu parles d'extrême, mais le jeune Adrien, il est toujours dans cet extrême, même par rapport à sa mère, même par le fait que sa mère lui dit, tu vas prendre des cours de violon. Premièrement, il lui dit, je t'emmène à un concert de violon. Et j'aimerais que tu apprennes à jouer le violon. Mais il faut dire qu'en Haïti, tout est prétexte à la ségrégation. Le violon, le piano, c'est réservé à la haute. Pas à un jeune garçon du peuple, noir, de ce ou quoi. Et le chauffeur de taxi qui dit à la mère, mais pourquoi vous n'apprenez pas à jouer du tambour ou bien de la guitare, par exemple, mais de l'orgue, le violon n'est pas pour lui. Et quand il va assister au concert, ce qui va frapper l'imagination du jeune Adrien, c'est que non seulement c'est vraiment un grand violoniste, c'est absolument certain, c'est qu'à la fin, le président de la République avait été invité, il ne vient pas, mais il envoie son représentant, un officier de la garde présidentielle, qui va remettre au violoniste un bouquet de fleurs géant. Et lui, il sera fasciné par ce geste et il va rêver à ça, ce sera son rêve. Donc déjà, il passe, vous voyez, il vit déjà dans l'imaginaire. Il se dit, je voudrais comme ce violoniste, être sur scène et recevoir ce bouquet fabuleux. Tu vois, et il ne se rend même pas compte que tout le monde qui applaudit quand on remet le bouquet de fleurs, ils applaudissent par convenance, par peur, parce qu'ils savent que c'est le dictateur qui a envoyé ce bouquet de fleurs. Si quelqu'un n'applaudit pas, on ne sait jamais. C'est un communiste. Exactement. On peut envoyer le nom à la police politique de tous ceux qui n'ont pas... Voilà. Donc, Adrien, il vit constamment déjà dans cet imaginaire. Par exemple, il raconte, la première chose qu'il fait, c'est la loterie. Il se dit que pour trouver l'argent du violon, je vais jouer à la loterie. Parce qu'en Haïti, tout le monde joue à la loterie. Et la loterie, comme on joue à la loterie, c'est souvent ce qui arrive. Il y a un livre qui s'appelle un tiala. Le tiala, c'est quoi? C'est un livre où chaque objet est lié à un numéro. Le coq a tel numéro, une chaise a tel numéro, voyez, le cocotier tel numéro, un accident tel numéro, une mort tel numéro, un mariage tel numéro. Donc si vous faites un rêve, vous rêvez par exemple je ne sais pas, à votre fille qui tombe malade, la maladie tel numéro. Donc vous voyez, donc effectivement, le jeune Adrien, surtout que sa mère de temps en temps l'envoie jouer à la loterie, il se dit, bon, peut-être que je vais gagner de l'argent en jouant à la loterie. Et le petit argent qu'il gagne, il investit, il commence par l'investir. Et pendant qu'il est... Et de temps en temps, il entend les histoires que se racontent les joueurs de borlette. Parce que les joueurs de borlette ont leur propre univers. Il y a une fusion totale entre le réel et l'imaginaire, avec le rêve qui est omniprésent. C'est le rêve qui donne à ces joueurs les indications sur les numéros joués. Donc, en fait, Adrien est constamment dans cet imaginaire. La réalité lui échappe complètement parce que déjà, ses parents essaient de le protéger de ce qui se passe à l'extérieur. Mais sauf qu'au fur et à mesure qu'il avance dans sa quête du violon, eh bien, c'est là qu'il va tomber dans les extrêmes. Oui, mais tu ne m'as pas parlé de cette rue des tentations où tu trouves toutes les tentations et même... Oui, parce que bon, la route de la tentation, je ne veux pas trop en parler, c'est quand même une grande métaphore parce que en Haïti, on est toujours au carrefour de cette rue des tentations, c'est-à-dire c'est un certain moment, tu quittes totalement la réalité et puis tu rentres dans cet univers où tu vas manier totalement autre chose dans le seul but, soit d'arriver au pouvoir, et soit d'avoir de l'argent, tout et tout. Donc,
Et quand on traverse, quand on traverse cette frontière, et ce que j'ai appelé la rue des tentations, à ce moment, on est dans les extrêmes partout. Ouais. Mais ça libère toutes les puissances aussi. Ça libère toutes les pulsions sexuelles, tout et tout. Oui, et c'est des pages, ce sont des pages très très importantes du livre. C'est des pages pour jeunes adultes dans ce livre, et c'est le regard de l'enfant, parce que l'enfant aussi voit tout, et même ce que les adultes ne voient pas. Gary, j'ai envie de te poser une question, parce que le livre ne décrit pas vraiment la dictature, sauf la mort du dictateur, mais on a l'impression que l'imaginaire de la dictature est en fait systémique dans le livre. On a l'impression que avec la famille, le père qui est en fait en politique, tout le monde, et même Benjamin qui est le grand violoniste qu'on pensait qu'il était artiste pur, et quand il rentre à la caserne, il rentre en défonçant la porte, tout le monde le salue, on voit qu'il y a, et même Adrien, parce que Adrien va rencontrer en fait Duvalier fils, le baby doc, donc finalement, et puis parce que la copine d'Adrien, c'est dont le père de la copine d'Adrien fait partie de la police politique de Duvalier. C'est-à-dire il y a une imbrication, c'est comme si on a l'impression que derrière toutes les portes, il y a l'œil du dictateur. Et on a l'impression que dans chacune des phrases du livre, à chaque page, c'est comme si on était épié, c'est comme s'il y a un œil que vous ne voyez pas, mais qui vous regarde et qui vous suit. Comment tu as fait pour insérer partout? Mais c'est ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Quand j'avais 13, 14, 15 ans, 18, 19 ans, 20 ans en Haïti, c'est exactement ce que j'ai vécu. En fait, c'est pas que l'heure de la dictature était partout, mais les hommes et les femmes de la dictature étaient partout. Tu sais, j'avais des amis que je fréquentais et j'apprenais par exemple que l'un d'eux était l'ami du fils du président, etc. Très tôt, que telle jeune fille était. Tu vois, donc tout était tellement imbriqué, tu vois, on avait même l'impression que, en fin de compte, qu'est-ce qui était sain dans cette société? Tu vois, il n'y avait vraiment aucun espace aller où on n'était pas certain d'être confronté, tu sais, à quelque chose qui avait un lien quelconque avec la dictature. Donc, c'est ce que j'ai vécu, tu vois. Mais toujours, je pourrais dire, en soft. Tu sais, comme si on n'arrivait pas à toucher ça, mais on le sentait, tu vois. Il y a un espace dans le livre, en fait, géographiquement, mais aussi dans la conversation que le livre qu'on développe avec nous, lecteurs. Il y a un espace que j'aime beaucoup, qui est un espace de respiration, c'est le bar de Nino. Il y a tout cet espace qui est très très difficile, il y a l'espace familial qui est très doux, mais il y a un espace ouvert qui est ce bar de Nino, qui est aussi un espace profondément politique. Oui, parce que là, le bar, c'est un espace extrêmement intéressant. J'ai connu ce type de bar à Port-au-Prince. C'est que dans ce bar, tu as premièrement le tenancier qui est, et bon, il est aussi un macoute, c'est-à-dire un milicien, mais il se préoccupe plus de son commerce. Il a sa femme qui est présentée au départ comme quelqu'un, comme une femme volage, comme une femme qui trompe son mari, mais après on va apprendre qu'elle est tout à fait autre chose. Mais ce qui est intéressant, ce sont les gens qui vont fréquenter ce bar. Et Adrien se rend compte, parce que tous ces gens qui viennent dans ce bar, d'ailleurs on ne parle seulement que de foot. Foot, c'est-à-dire, à l'époque, il y avait de très bonnes équipes de foot en Haïti, on ne parlait que de football. On ne se risquait même pas à parler de politique étrangère, parce que si on parle de politique étrangère, on prendra parti soit pour Moscou, soit pour Washington. Donc, il faut faire attention, tu vois. Et donc, on ne parle de rien.
Et Adrien se trouve dans tout ça, tu vois, il écoute, et c'est ainsi qu'il va rencontrer aussi un poète. Un poète, il va rencontrer énormément de gens, et c'est toujours un espace assez intéressant. Et les gens qui viennent jouer, tu sais, qui viennent avec toute leur frustration, qui viennent avec leurs histoires, parce qu'on vend aussi des numéros de Borlette dans ce restaurant. Il faut bien comprendre que les joueurs de Borlette, la Borlette, c'est tout un univers. Chaque joueur de Borlette raconte ses rêves. J'ai joué tel numéro parce que j'ai rêvé telle chose. J'ai joué tel numéro parce que j'ai assisté à un accident, tu vois. Et un accident est lié à tel numéro. Donc, c'est tout ça qui nourrit aussi le parcours d'Adrien. Avant, j'avais promis que la parole ne serait pas complètement Gary et moi. Et puis, on va faire une petite séance de lecture pour vous prouver qu'on parle bien de le violon d'Adrien. Il y aura deux coups extraits qui vont être lus. Le premier extrait, je ne sais pas s'il y a un micro pour Yara El Gadban, qui est éditrice et romancière, qui va lire un extrait. Ensuite, Gary, prépare-toi pour ton autre extrait. Il faut que le public entende ta voix pour entrer dans la peau d'Adrien. Donc, Yara El Gadban. Bonsoir. Un samedi matin, ma mère était revenue du marché où elle allait faire ses emplettes pour la semaine. Je jouais aux billes avec des amis du quartier dans le jardin. Mais je n'avais pas trop le cœur à cet amusement. Je brassais une grande peine en moi depuis que mon père n'avait pas consenti à l'achat d'un violon, condition exigée pour que je poursuive les cours avec M. Benjamin. J'avais perdu toutes mes billes, mais orgueilleux comme je le suis, je voulais continuer la partie dans l'espoir de les récupérer. Je me souvins de celles que ma mère m'avait confisquées la semaine précédente, car je négligeais mes devoirs de mathématiques, la seule matière où j'ai de graves faiblesses. Je savais où elle les avait dissimulées, dans un bocal au fond de la grande armoire où elle range ses vêtements. Comme elle pensait que j'étais dans le jardin, je me suis glissée à l'intérieur de la maison pendant qu'elle cuisinait. J'entrai dans sa chambre. La porte n'était pas fermée à clé. Et je me dirigeais vers l'armoire dont les deux portes étaient ouvertes. Je vis le bocal dans le casier où ma mère dispose ses sacs à main et la plupart des nombreux produits dont elle se sert pour faire une beauté quand mon père vient la voir. Je n'ai pas eu le temps de récupérer mes billes. J'entendis des pas. Je vis la poignée de la porte de la chambre bouger. Pour ne pas être découvert, je n'ai eu d'autre choix que de me dissimuler derrière les robes. Je ne suis pas un grand gabarit pour mes 14 ans, et mes camarades de classe en profitent parfois quand il s'agit de s'imposer au sport que nous pratiquons. Je priais Dieu pour que ma mère ne vienne pas vers l'armoire. Je saurais difficilement expliquer ma présence dans ce froufrou de tissu féminin. Je la vis se tenir debout devant son lit, lever les mains au ciel et éclater en sanglots. Jésus, je n'aurais pas dû l'inscrire à ce cours de musique. Je ne pourrais pas lui acheter un violon. Ce n'est pas hors de prix, mais pour moi, il l'est. Je ne sais pas quoi faire, Jésus. J'aime tellement mon Adrien, je le verrai bien un jour en concert avec M. Benjamin. Elle sanglotait, ma mère, et c'était à cause de moi. Je ne suis pas souvent malade. Mes notes à l'école sont bonnes et elle n'a aucune raison de se faire du souci pour moi, à part quelquefois un devoir de maths négligé. Je n'avais pas le courage de sortir de derrière ses robes pour lui dire « Maman, ne pleure pas. De toute manière, ce n'est qu'un violon. » Voilà. Merci, Yara. Maintenant, on va demander à Gary Victor de lire un petit extrait.
Un homme venait souvent au restaurant de M. Nino. Il s'appelait Descailloux. Parfois, il arrivait sur un cheval qui était un sujet de curiosité pour les passants tant il était maigre. Certains s'esclaffaient quand ils voyaient la bête. Descailloux attachait l'animal devant l'entrée, lui caressait la tête en lui récitant un poème. Puis il entrait pour venir s'asseoir seul à une table. Il sortait une pile de feuillets d'une sacoche en cuir usée et passait plusieurs heures penché à écrire je ne sais quoi. Et ce n'était pas des nombres, car je l'avais rarement vu jouer. Il prétendait être un poète mondialement connu. M. Nino me confirma que l'homme était bien un poète, mais qu'il exagérait comme tous ceux de sa confrérie quand il prétendait être connu dans le monde entier. En fait, il n'a publié qu'un recueil bien reçu par la critique. Depuis, il n'a rien écrit d'exceptionnel. Il boit trop, mais c'est un homme de bien, une valeur que ce pays est en train de perdre. M. Nino m'avait alors fait venir dans son bureau tellement encombré qu'on avait de la peine à se tenir debout et encore plus à s'asseoir. « Adrien, dit-il, ton père me fait confiance. Je t'ai observé. Tu utilises toute ta paix à jouer. Pour ton âge, c'est mauvais. Tu prends une habitude qui te détruira. Moi, je gagne ma vie en faisant jouer les autres. Il ne faut pas vous inquiéter, M. Nino. C'est juste pour l'argent afin d'acheter mon violon. » Il se fâcha. C'est la première fois que je le voyais en colère. Tu deviens comme ces fous accrochés à la borlette. Avec tes mises, tu ne gagneras jamais assez d'argent pour acheter un violon. Et puis, on ne vend pas de violon en Haïti. Tu devras trouver quelqu'un pour te le prendre à l'étranger, ce qui en augmentera le coût. Tu ferais mieux d'oublier cette histoire. Tu auras tout le temps pour reprendre tes cours. Je ne voudrais pas que ton père, qui est un homme de bien, ne m'accuse de t'avoir détourné de tes études. Désormais, tu ne miseras ici que pour ta mère. Est-ce bien compris? C'est compris, M. Nino. J'étais revenu à ma place au comptoir. Annette s'amusait à des mots masqués alors que j'étudiais ma leçon d'anglais. Je remarquais alors que le poète Descailloux me regardait avec attention. Il m'appela de geste de la main. Je m'attendais à une commande. Il était le seul client à cette heure. Ton nom est Adrien, n'est-ce pas? Je m'appelle Adrien. Adrien comme l'empereur romain. Tous les Adriens sont appelés en général à de hautes destinées. Il soupira. Moi, j'en veux à mes parents de m'avoir prénommé Descailloux. Cela veut dire quoi, Descailloux? Oh, Don Quichotte aurait été mieux. As-tu lu Don Quichotte? Je fis non de la tête. Don Quichotte, mon livre de chevet. La jeunesse d'aujourd'hui manque de culture. Il était peut-être fou, Don Quichotte, mais il rêvait de chevalerie et de gloire. Personne ne rêve de chevalerie et de gloire de nos jours. Don Quichotte s'attaquait à des moulins à vent qu'il prenait pour les châteaux forts de ses ennemis. Connais-tu le nom du cheval sur lequel je viens parfois ici? Non, bien sûr. Il s'appelle Rocinante comme celui de mon personnage préféré. Ne souris pas, il est maigre quand il respire l'air du temps, l'air de ce pays pourri par la peste de Macoute. Mais il prendra un jour du poids. Il aura l'honneur de porter le poète dans son ultime combat. Quand sonnera l'heure du réveil, je forgerai une lance avec mes mots et je partirai en guerre, non pas contre des mirages, mais pour raser les fortifications de la bêtise et de l'ignorance. Il avait élevé très fort la voix. En achevant sa phrase, il se versa un verre de rhum. Monsieur Nino m'a raconté une belle histoire te concernant, dit-il en me regardant droit dans les yeux. Je m'étonnais. Quelle histoire, monsieur Descailloux? Le violon que tu veux pour continuer tes cours avec monsieur Benjamin, un virtuose. Nous avons été amis dans le temps avant qu'il n'appuie le fou, le sanguinaire maintenant au pouvoir. Ce malade mental a fait massacrer des jeunes dans ma ville natale pour leur couleur de peau. Moi qui suis mulâtre, me vois-tu comme un ennemi? Mais pas du tout, monsieur Descailloux, lui répondis-je sans rien comprendre. Je suis un poète, un grand, le seul que ce pays puisse s'enorgueillir de posséder en ces temps de souillure. Toi, tu seras un virtuose, je le sens. Ah, merci, monsieur Descailloux. Il faut que je t'aide en te faisant trouver les numéros gagnants. Je secouai la tête. Monsieur Descailloux, pour des numéros gagnants, j'ai entendu trop d'histoires bizarres. Je veux mon violon, mais je tiens à mon âme. Descailloux me tendit la main. Bravo, mon garçon. C'est ce que je voulais entendre de toi. Nous nous serrâmes la main, il me paraissait sympathique. L'odeur d'alcool en moins, il y avait un peu de monsieur Benjamin en lui. En fait, tu n'auras rien d'autre à faire. Apprendre un poème et le déclamer. Il éclata de rire devant mon étonnement. Vois-tu, rien d'autre que cela.
Tu ne me demandes pas pour qui, tu liras le poème. Pour qui, monsieur Desgaillot, ne t'inquiète pas, pas pour un diable, pour une femme. Une femme dont le souvenir restera à tout jamais gravé dans ta mémoire. Elle aime tellement la poésie. Quand on lui récite parfaitement un poème, elle entre en transe et elle chuchote des chiffres. 3 ou 4 chiffres. Veux-tu tenter l'expérience? J'étais toujours un peu méfiant. Et où vit-elle, cette femme? Desgaillot sourit une fois de plus. Tu prends des précautions. Nino a raison de t'apprécier autant. Pas dans un cimetière ou dans un autre endroit bizarre, chez elle, dans une chambre. Une chambre comme celle de n'importe quelle femme. Elle s'allonge toute nue, elle ferme les yeux et quand elle entre en transe, son sexe de chuchote les numéros. Merci. Vous voyez à quoi le jeune Adrien, à 14 ans, est exposé dans ce petit bar d'Haïti où l'on parlait de Don Quichotte, de loterie. Et c'est ce cocktail que nous amène Gary Victor. Maintenant, la parole est au public. On va voir quels sont les numéros gagnants ce soir. Je vais avoir un micro et je vais circuler dans les rangs. Juste poser votre question dans le micro pour qu'on puisse bien entendre. On vous demande bien évidemment de faire de prendre une prise de parole brève en lien avec le sujet et on vous remercie à l'avance pour la bienveillance de vos propos. C'est la première fois, bonsoir. C'est la première fois que je viens à une grande entrevue, puis une grande rencontre, puis c'est comme un conte. L'animateur n'a pas grand-chose à faire, il pose une question, mais il laisse aller. Et la parole est là, la parole est toujours là. Moi, ma question, j'aurais plusieurs questions à parler, des choses, j'aimerais ça pour qu'on parle plus d'Haïti. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi que la culture devient pour ce peuple un moyen de s'en sortir, comme pour les petits Québécois ou Québécoises, le hockey pour essayer de faire différent. Et on dirait que tout le monde à Haïti rentre dans la culture, puis ça devient comme que ça coule dans leurs veines. Mais ma question, Gary, c'est quand vous étiez jeune, vous avez fait vos études, vous avez étudié complètement autre chose, l'agronomie. Ça vous a permis d'aller vivre dans les coins plus campagne de Haïti. Pouvez-vous me dire qu'il y a quelque chose d'alimentaire ou d'éléments qui, à Haïti, est en train de disparaître et que ça vous fait une peine incroyable? Merci. Comment quelque chose qui disparaît? Il y a des animaux sur cette terre qui ne sont plus là. Il y a sûrement des légumes, c'est pas des produits que quand dans l'enfance d'Adrien, si on veut, qui sont plus là, puis ça vous rend malheureux, surtout en ayant étudié en agronomie. C'était ça ma question. Moi, je vais être encore plus direct. J'ai vécu dans un quartier, Carrefourfeuille. Et pourquoi ce quartier s'appelle Carrefourfeuille? Parce que c'est un quartier totalement vert. J'étais, par exemple, de ma maison étant, je voyais une montagne qui était totalement verte. Et je me rappelle souvent, quand il pleuvait, je voyais les trompes d'eau descendre sur la montagne, tu vois. Et j'ai même décrit ce paysage dans l'un de mes romans. Mais j'ai assisté à cette dégradation. Maintenant, tout ce vert a disparu. Toute la verdure de cette montagne a disparu. Il n'y a plus maintenant qu'un tapis de bidonville sur cette montagne. Et toutes les montagnes au sud de Port-au-Prince, elles étaient totalement vertes. Et maintenant, ce sont des tapis de bidonville. Et ça, chaque fois que je vois ça, c'est une douleur permanente, tu vois. Et bon, ce n'est même pas, ça n'a rien à voir avec l'agronomie, mais un peu oui, parce que c'est l'environnement. Et c'est ce qui
Et c'est ce qui c'est ce qui parfois tue l'espoir. Bon, l'espoir n'est pas mort, mais quand même, cette dégradation de l'environnement, elle est terrifiante. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est que cette dégradation de l'environnement reflète la dégradation de l'environnement mental de ce pays. Et c'est ce qui est encore plus terrifiant, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a une double question aussi dans Carrefour Feuille. Aujourd'hui, c'est quoi ce quartier? Eh bien, aujourd'hui, ce quartier, bon, maintenant j'ai parlé de l'environnement qui s'est totalement dégradé. Et moi, je le disais souvent à mes amis, quand tu vois cette dégradation de l'environnement, ce tapis de bidonville, et quand on dit de bidonville, on parle de milliers de jeunes qui sont des chômeurs. Eh bien, en fin de compte, qu'est-ce que ça donnera au fur et à mesure? Qu'est-ce que ça donne avec la non-gouvernance, avec l'arrivée au pouvoir de politiciens voyous? Eh bien, ça donne des gangs. Ça donne des gangs. Et puis, à un moment, ça explose. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à plusieurs quartiers de l'ère métropolitaine. Bon, bien sûr, à part ça, il y a plusieurs espèces animales qui ont disparu, tout et tout, parce que justement, avec cette dégradation de l'environnement. Il y a un superbe documentaire qui a été tourné par Antonin sur la mer en Haïti, l'environnement côtier en Haïti. Et c'est triste de voir ce documentaire pour voir comment la pollution des côtes haïtiennes, tu vois, non seulement la pollution par le plastique, mais le fait que les montagnes sont tellement dégradées, toute la terre arabe s'en va à la mer. Et je pense que c'est l'un des plus grands problèmes, le problème environnemental en Haïti. Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup pour cette généreuse présentation. Ma question, c'est que d'entrée de jeu, vous disiez tout à l'heure que Adrien, c'était vous jusqu'à un certain moment. Oui. Et donc, à quel moment où est-ce que la fiction, finalement, le personnage d'Adrien prend la place, finalement, plus tard dans le roman et que le début, ce que vous racontez sur votre enfance et tout, c'est plus autobiographique. Et puis, tout d'un coup, la fiction, la magie entre en ligne de compte. Oui. Et en fait, je laisse la place à la fiction. C'est bien sûr au moment que le père dit à Adrien, pas question que je t'achète un violon, quand la mère finalement se rend compte qu'elle ne pourra plus acheter le violon et l'enfant se rend compte qu'il ne pourra plus continuer ses cours de violon. Et là, j'ai souffert pendant plusieurs semaines. Je me rappelle, je pleurais, j'étais même malade, tout et tout. Mon père ne se préoccupait pas du tout de ce que j'avais. Ma mère, ça là, on sentait, tu vois, c'était une souffrance pour elle. Mais moi, j'étais totalement impuissant. Maintenant, quand j'ai revécu cette histoire, je suis parti de ce moment. Le personnage réel était dans l'impuissance complète. Je n'étais pas capable de faire ce que Adrien a fait après. Mais c'est là que l'écrivain entre en jeu avec ses fantasmes. Tu sais. Alors, je me rappelle, il y a un roman que j'ai écrit il y a quelques années où je raconte une jeune fille que j'avais rencontrée quand j'étais à la fin de mon secondaire, un jeu de correspondance. J'étais tellement timide, c'était une superbe jeune fille. Je suis allé à ce jeu de correspondance, j'étais tellement timide, j'ai fui. Quand elle a commencé à parler avec moi, et j'étais tellement timide, elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout le jeune homme avec qui elle correspondait. Elle m'a dit, elle a tenu un propos qui m'a un petit peu... j'ai fui. Et j'ai constamment rêvé de rencontrer cette jeune fille que je n'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Et j'ai écrit un roman où je la rencontre après. Vous voyez, donc l'écrivain, ce qu'il fait souvent, il vit ses frustrations, il vit ses fantasmes, il développe ses fantasmes. Tu vois, ce qu'il a raté, il rêve qu'il se reprend. Je pourrais dire qu'il reprend sa vie, tu vois.
c'est très difficile de revenir en arrière et de recommencer une vie, mais l'écrivain, avec sa plume, il peut recommencer une vie, il peut revivre un amour, vous voyez. Donc, je suis devenu un Adrien qui décide maintenant de faire quelque chose pour avoir son violon. Et justement, ça m'a permis de revisiter la capitale à cette époque, de me souvenir d'un tas de choses qui s'étaient passées après, tu vois. L'histoire de mon père, l'histoire de ma mère, tout et tout. Donc, voilà. Donc, il y a un moment de réel, il y a la fiction, mais même la fiction, même quand je développe le fantasme, je développe Adrien, mais tout se déroule dans un environnement réel, par exemple, comme dans l'histoire de la mort des funérailles du dictateur. Mais c'est absolument vrai que pendant le cortège, le funéraire, il y a eu une tornade, une brusque tempête, tu vois, et puis ça a été... Tout le monde s'est enfui et cette tornade a nourri l'imaginaire des Haïtiens. Ils se disaient c'était les diables du dictateur qui l'accompagnaient au cimetière, c'était les esprits qui l'accompagnaient au cimetière. Tu vois, ça a développé jusqu'à présent, plein d'Haïtiens croient effectivement que c'était les esprits du dictateur qui l'accompagnaient au cimetière. Et en écrivant, par exemple, ce passage, j'ai à la fois décrit le cortège, j'ai décrit le phénomène et je suis un petit peu entré dans l'imaginaire des Haïtiens en allant. Ouais. Donc c'est comme ça. Et l'écriture te permet justement de jouer entre ces deux facettes. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et je voudrais personnellement vous dire merci Gary Victor pour votre présence ici ce soir. Mais je profite aussi pour vous poser une question à deux volets. Ma première, c'est que moi j'aimerais bien savoir comment vous, en tant qu'écrivain, vous arrivez à sortir à travers tout ce carreau-là et donner de l'espoir aux jeunes qui voudraient devenir comme un Adrien qui rêve à percer dans la littérature ou dans l'écriture. Et aussi, l'autre volet, aussi, malgré tout ce que vous rencontrez comme obstacle, pourquoi vous continuez à faire des ateliers dans un carreau aussi immense? Merci. Donc, la première question, c'est... Tu me regardes? Oui, la première. Peut-être que tu as plu. OK, donc, qu'est-ce que je fais pour... Bon, comme je l'ai dit, je pense que, pour moi, il a toujours été important pour moi de travailler avec les jeunes. C'est ce que je peux leur apporter, tu vois. Et je me rends compte surtout de tous ces talents qui sont laissés à eux-mêmes. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important de m'investir dans... de toute façon, c'est la seule chose que je peux faire pour l'instant. C'est de transmettre le peu que je sais à ces jeunes. Parce que je me rends compte de leur potentiel. Et jusqu'à présent, je suis quand même heureux d'avoir fait ce travail parce que j'ai publié au moins en Haïti 4 recueils de nouvelles travaillés par des jeunes qui ont suivi mes ateliers. Par exemple, il y a un recueil de nouvelles que nous avons publié, que j'ai publié à C3 Éditions, qui s'intitule Taximoto. Alors, j'ai demandé à ces jeunes d'écrire des nouvelles où le personnage principal serait un chauffeur de taxi-moto. Pour quelle raison? Parce que le taxi-moto devient le véhicule public qu'utilise la population. Tu vois, et les chauffeurs de taxi-moto sont impliqués aussi dans un tas de trucs. Tu sais, kidnapping, vol, cambriolage, tout et tout. Mais en même temps aussi, il y a des milliers de jeunes tout à fait honnêtes qui gagnent leur vie comme taxi-moto. Donc c'est comme dans le film Taxi Driver, un chauffeur de taxi-moto, il voit énormément de choses, il entend énormément de choses. Donc c'est un personnage extraordinaire dans une ville comme Port-au-Prince. Et on a obtenu des nouvelles extraordinaires. Donc je pense que pour moi c'est important de travailler avec les jeunes et non seulement, comme j'ai dit, j'ai publié plusieurs recueils avec ces jeunes et on a découvert de grands talents. Et c'est l'une de mes plus grandes fiertés.
Et puis bon, je pense que dans ce chaos, l'écriture a une fonction extraordinaire parce que même ces jeunes qui viennent dans cet atelier, souvent ils me le disent, ils disent que ce moment où ils sont dans l'atelier, ce moment d'écriture pour eux, c'est quelque chose, c'est un souffle de vie, tu vois. C'est une brise. Je me rappelle, il y a une jeune femme qui était venue dans mon atelier. Elle a participé aussi à un autre recueil de nouvelles qui a été publié. Elle me disait, écoute, j'étais enfermé chez moi dans un quartier qui est tellement dangereux, à écouter chaque jour des tirs d'armes automatiques. Eh bien, ce moment où je viens dans cet atelier, ce moment où maintenant je peux écrire, et ce qui est encore pour moi plus important, c'est que on vit malheureusement dans un pays où on encourage très peu les jeunes. Tu sais, et ce que je fais surtout dans ces ateliers, c'est que je libère ces jeunes d'un tas d'entraves mentales, tu vois. Et je leur donne confiance en eux. Et ils comprennent maintenant qu'ils peuvent écrire, ils veulent écrire, mais ils sont bloqués quelque part. Donc je les débloque, tu vois. Et ma plus grande fierté, mon plus grand plaisir, c'est que à la fin de ces ateliers qui savent durer en 3 jours, une dizaine de jours, les remerciements que je reçois, ça me fait chaud au cœur, tu vois. Donc c'est une manière de prendre à ouvert le chaos, tu vois. Et je pense que, comme j'aime à dire, il faut garder un carré. Il faut sauvegarder la flamme. Et je dis toujours que nous sommes les gardiens de cette flamme. Nous sommes les gardiens de cette flamme. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas facile. Parce que je me rappelle, par exemple, dans mon dernier atelier, c'est quelque chose de pénible que j'ai vécu. Et il y avait déjà la dégradation, il y avait déjà l'attaque des gangs qui avait commencé à Carrefour-Feuille. J'avais un atelier d'écriture qui avait commencé vers 1h, ça devait terminer à 4h. Il y avait une vingtaine de jeunes. J'ai commencé l'atelier à 1h et puis à 1h30, je reçois un coup de fil et puis on me dit, il faut que tu viennes, les bandits attaquent. À ce moment, il y avait encore ma mère qui était toujours de la maison familiale. Il y avait ces 20 jeunes qui m'écoutaient. Alors je ne me sentais pas le courage de les laisser immédiatement. J'ai quand même continué l'atelier. Je n'ai pas terminé à 4 heures. J'ai fait 1 heure. Je leur ai dit, vous m'excusez, je ne peux pas continuer parce qu'il faut absolument que j'aille voir ce qui se passe. J'ai ma famille en danger. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc on est constamment dans ce chaos, mais il faut... Ce que Gary veut dire ici, Gary habite à Carrefour-Feuille. Carrefour-Feuille, l'endroit où il y avait beaucoup de feuilles, la montagne qui était comme une forêt. Et aujourd'hui, le quartier où vit Gary Victor est envahi par les gangs. Abandonné. Le quartier est abandonné, donc Gary ne vit plus dans sa maison depuis plus de 3 mois. Donc sa mère non plus n'est pas dans cette maison-là. J'ai répondu un peu à votre question? Oui, bonsoir. Un instant, est-ce que j'ai répondu à votre question? Ça va? C'est sûr? Oui. Comment? Vous avez d'autres questions, mais vous les posez? Oui. Mais après, il y a... Attends, peut-être après, mais vous pouvez poser d'autres questions. Allez. Bonsoir, Monsieur Victor. Écoutez, je sais que vous n'avez pas une boule de cristal, mais je pose une question à bout portant. Allez-y. Qu'est-ce qui va se passer avec Haïti? Parce qu'on parlait tantôt de dégradation à niveau de la forêt, à niveau des champs haïtiens, mais je vois aussi qu'il y a une chose qui est plus importante que tout, c'est la population, les conditions de vie des Haïtiens. Là? Les conditions de vie des Haïtiens. Qu'est-ce qui va se passer avec Haïti? Bon, vous l'avez dit vous-même, je n'ai pas une boule de cristal.
La seule chose que je puis vous dire, c'est que, nous sommes une population toujours en combat. Vous savez, depuis l'indépendance, nous nous battons. Et il ne faut pas croire que tout ça a commencé maintenant. Il y a une histoire officielle qu'on raconte sur Haïti. Une histoire officielle qu'on raconte, une histoire glorieuse qu'on raconte. Mais sauf que cette population noire, cette population souffrante, qui est dans cette situation qu'on vit actuellement, mais cette population se bat depuis l'indépendance, depuis avant l'indépendance. Bien sûr, on ne vous le dira pas dans l'histoire officielle, mais on se bat depuis l'indépendance. Parce que ceux qui ont pris le pouvoir en Haïti depuis 1804, ce sont des fils de colons blancs, ce sont des mulâtres, ce sont presque des blancs. D'ailleurs, ce sont eux ils ont refoulé toute la population noire hors des villes et ils ont construit un état de ségrégation. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'Haïti a été constamment instable. Et ce qu'on vit actuellement en Haïti, c'est le résultat de 2 décennies de non-gouvernance, de rapine, 2 siècles. 2 siècles de rapine, 2 siècles d'un pouvoir gardé par une élite qui n'a jamais considéré cette terre comme sa terre. Donc voilà, c'est une lutte qui continue. Donc ce chaos est justement dû à... Est-ce qu'il peut jouer une boule à la loterie pour demain? Oui. Donc j'ai pas une boule de cristal pour vous dire comment ça va se terminer. Mais je crois que finalement, pour que ça se termine, il faut que le pouvoir en Haïti revienne à ceux qui considèrent cette terre comme la leur. Bravo. Mais cette zone-là n'a jamais posé de question. Gary a parlé de ségrégation. Je pense qu'il y a une géographie que je ne comprends pas, parce que tout le monde qui pose des questions se retrouve ici. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas de questions de cet autre côté-là? Oui. Mais c'est très sympathique parce que j'aime beaucoup la conversation. Je sens le public je sens Ndiaye là et notre frère sénégalais. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment. Je n'avais pas de questions. C'est que pour Gary Victor, moi je l'ai rencontré en lisant le livret là, c'est Saison de porc. Et je retrouve au début l'explication qu'il donnait sur l'imbrication du réel et de l'imaginaire. Oui. Parce que là, on voit du vaudou, on voit l'inspecteur de police, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la violence de la société, mais il y a aussi, arrière de fond, toute la culture vaudou aussi derrière. Oui. Et le commentaire que je voulais faire, c'est que je suis très d'accord avec vous en lisant un commentaire de l'écrivain sénégalais Mohamed Boucar Sarr. On lui demandait de s'expliquer sur les problèmes que le Sénégal rencontre, certains affaires. Il a dit, l'écrivain n'a pas vocation d'expliquer, mais de témoigner. Et la question que je voulais vous poser depuis tantôt, je pense que vous avez répondu un peu. Quel témoignage faites-vous de la situation actuelle en Haïti? Parce que ce qu'on voit dans les médias, il n'y a que la violence. Oui. Il n'y a que la violence. Mais comme écrivain, pour que les générations futures puissent s'en rappeler, rapidement, quel témoignage faites-vous de la situation actuelle en Haïti? Merci. Bon, là, maintenant, je ne pourrais pas faire un témoignage, ce serait trop long.
Bon, j'ai quand même un petit peu témoigné quand j'ai parlé de la violence dans mon quartier, de la dégradation écologique, tout et tout, de la non-gouvernance. Bon, et un écrivain témoigne, c'est vrai. Bon, j'aurai bientôt, dans quelques mois, une œuvre qui va sortir qui est vraiment un témoignage sur ce qui se passe actuellement. Voyez, donc, on témoigne. Je publie régulièrement en Haïti des petites capsules, des petits contes pour enfants. Je les publie chaque semaine. Et à chaque fois, ces capsules sont un regard sur la situation actuelle. C'est un témoignage. Encore une fois, à travers les yeux d'une petite fille de 10-12 ans. Vous voyez? Par exemple, il y a une petite capsule que j'ai écrite qui a eu énormément de succès. C'est cette petite fille qui va dans une fête avec son père et comme par hasard, le Premier ministre est là. Et puis, elle s'approche, elle dit « Tu es qui, toi ?» Et puis, le Premier ministre dit « Je suis le Premier ministre. » Et puis, elle dit « Mais tu fais quoi comme Premier ministre ?» Et puis, le type, il ne peut pas répondre. Et puis, il appelle quelqu'un d'autre Il appelle un autre ministre pour répondre à la petite fille. Parce il dit, mais qu'est-ce que fait le Premier ministre? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous faites? Et aucun d'eux ne peut vraiment répondre à cette petite fille, tu vois. Et elle a un jugement extrêmement lapidaire sur tous ces personnages. Et je publie plusieurs, tu sais. Il y a par exemple une autre histoire où elle a une petite fille dans son quartier. Il y a quelqu'un qui arrive dans une Jeep avec des hommes et il appelle des jeunes pour distribuer des hommes. Et puis elle dit à ce type, mais comment ces jeunes, ils ne travaillent pas et tu viens leur distribuer des hommes? Pourquoi tu ne fais pas autre chose? Donc, je fais plein de petites capsules comme ça, des contes où justement cette petite fille, elle opine, elle regarde, tu vois. Et on aime beaucoup ces petites capsules et même moi, je prends beaucoup plaisir à les écrire. Parce que je pense le regard d'un enfant, c'est probablement le regard le plus violent qu'il y a sur une société, tu vois. Parce que les enfants parfois posent des questions aux non-adultes et ils nous mettent vraiment en mauvaise posture. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour la rencontre, mais je vous invite peut-être à vous déplacer vers la table de signature, puis vous pourrez poursuivre les échanges de façon informelle avec M. Victor et M. Saint-Éloi. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous tous. Merci. J'aimerais dire un grand merci à la Maison de la Littérature. Ouais, le public était prêt à rester jusqu'à 2h du matin pour parler d'Haïti, pour faire du vaudou. Et que merci à la Maison de la Littérature, merci Gary a fait sa tournée ici au Québec et il a été à Ottawa avec Images interculturelles. On a eu la collaboration de la Maison de la Littérature, la collaboration du Centre de la francophonie des Amériques, du Salon du Livre. Donc pendant 15 jours, Gary s'est déplacé, Gary a tourné ici, et puis il a rencontré du monde, et jeudi, il va retourner dans son pays qui est Haïti. Je vous demande d'applaudir Gary Victor, et merci.